Et c'est désormais une quasi-certitude, les banques centrales vont ralentir la cadence de leur hausse de taux d'intérêt dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, économiste chez Aurel BGC. Je m'avance un petit peu en disant ça, ou quand on voit, encore une fois, on a eu la confirmation hier, d'ailleurs, ce qui a fait monter les marchés boursiers de cette... on parle de la Fed, pardon, pour commencer, puisque c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que les chiffres d'inflation qui ont été publiés hier, plus 7,1% pour l'inflation, les prix à la consommation au mois de novembre contre 7,7% en octobre, c'est bien loin évidemment des 2% d'objectifs de la Banque centrale américaine, mais ce qu'il faut en déduire que la Fed sera plus, on va dire, plus accommodante, moins agressive si ce ralentissement de l'inflation est amené à se poursuivre. Alors oui, mais je dirais que c'est un faux problème parce que monter de 50 points de base, c'est beaucoup quand même. Faut le rappeler, avant, la Banque centrale montait par petites touches de 25 points de base. Alors on a eu toute une série de hausses de taux de 75 points de base, c'était particulièrement violent, mais c'était lié à deux choses. D'une part, parce qu'on a eu un choc inflationniste qu'on n'avait pas du tout anticipé. D'autre part, que la Banque centrale américaine et européenne et toutes les grandes banques centrales menaient des politiques ultra accommodantes. Donc il a fallu courir quelque part, aller très très vite, et il a fallu remonter les taux. Maintenant, la vraie question qui se pose, et notamment ce qu'on va interroger M. Powell ce soir, Mme Lagarde demain, ça sera, oui, bon, vous allez maintenant aller moins vite, vous allez courir moins vite, mais où allez-vous? Vers quel niveau de taux souhaitez-vous aller pour l'année prochaine? Puisque, je vous prends juste un exemple, au niveau de la Banque centrale américaine, M. Boulard nous avait dit, c'est un des membres votants du FOMC qui nous avait dit, ça serait le taux terminal, le taux vers lequel on tend à aller, c'est entre 5 et 7. Alors 5, ça veut dire qu'on a presque fini, parce que ce soir, on sera quasiment sur la borne haute à 4,5. Si on va à 7, il y a encore beaucoup de durcissement à attendre pour l'année prochaine. Mais c'est parce que la Fed ne sait pas. La question, donc en fait, en gros, c'est qu'a priori, ça va continuer à monter, les taux d'intérêt, moins vite. Il n'y a pas de changement de cap monétaire à attendre. Il n'y a pas de pause, encore une fois, dans les hausses ou le resserrement monétaire en cours de la Fed. Il n'y a pas de pause, mais il y a des hausses qui seront plus graduelles. On n'aura plus de hausse de 75 points de base. Les 50 points de base aujourd'hui, ils sont quasiment acquis. Il n'y a plus de surprise là-dessus. Oui, c'est acquis parce qu'ils ont communiqué. Alors, le dernier discours de M. Powell était très clair là-dessus. Il n'a pas cité le chiffre de 50 points de base, mais grosso modo, la façon dont il a tourné ses phrases, ça voulait dire qu'on allait avoir une hausse de 50 points de base. Alors après, encore une fois, si je vous dis qu'on est ce soir à 4,5, et puis je vous dis, mon objectif c'est d'aller à 5, ça veut dire qu'au pire, vous avez une petite hausse ou une dernière hausse en janvier, et puis ça y est, l'année 2023, ça serait un statu quo monétaire. C'est ce qui est joué, Christian, c'est ce qui est joué par les marchés aujourd'hui. Et ce qui est joué aujourd'hui par les marchés. Et c'est là qu'on a un petit risque, en tout cas de prudence et d'extrême prudence de M. Powell, parce que, alors certes, les chiffres d'inflation sont bons. On va dire, par rapport à ce qu'on a connu, on a eu des bons chiffres, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils traduisent essentiellement un effet recul des prix de l'énergie, qui reste quand même très volatile, et peut-être et sûrement une amélioration des chaînes d'approvisionnement qui tire les prix des biens vers le bas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais maintenant, il y a deux choses qui inquiètent énormément la Banque centrale américaine. C'est d'une part le fait que dans les services, on reste sur des hausses une inflation qui reste résiliente, assez forte. Et d'autre part, on a vu les derniers chiffres de salaire qui accéléraient assez sensiblement avec une nette révision à la hausse du BLS, l'organisme qui calcule les chiffres de l'emploi américain, qui nous a révisé à la hausse les chiffres sur les mois précédents. Donc, aujourd'hui, il n'est pas confortable, très clairement. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans leur communication, alors que ça soit la BCE ou la Banque centrale américaine, alors Madame Lagarde aime bien le dire, on prend les décisions meeting après meeting. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucune visibilité, ils ne savent pas où ils vont, jusqu'où ils vont. Et puis, si vous prenez du côté de M. Powell, il nous a dit, voilà, on sent qu'on approche peut-être vers ce taux terminal, mais on ne connaît pas encore ce niveau de taux terminal, ça dépendra un peu de la réaction de l'économie. Donc, aujourd'hui, on va avoir Christian, donc tout l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de savoir où se trouve le taux terminal, voilà, où vont atterrir les taux d'intérêt des banques centrales, notamment de la Fed. Est-ce que c'est 5, 5,5, 6? Et pour l'instant, le marché joue plutôt du 5.
Voilà, c'est là où il y a un risque, c'est que je vous disais, l'un des rares membres qui s'est vraiment prononcé, qui était Monsieur Boulard, il nous a dit c'est entre 5 et 7. On ne dit pas du tout la même chose si c'est 7. Hein. Vous vous rendez bien compte que pour les marchés, c'est pas du tout la même chose. Et le marché choisit le scénario rose pour l'instant. Il choisit le scénario de 5. Ouais. Alors, si en vérité c'est 5,25, 5,50, ça change pas la face du monde. Mais si Monsieur Powell dit, bah, voilà, on va vraiment aller beaucoup plus haut en 2023, on n'a pas encore fini notre job, il y a encore des risques inflationnistes et il faut peut-être aller beaucoup plus loin, là, on aura peut-être des déceptions de marché. Ouais. Mais encore une fois, ils n'ont pas de visibilité et donc derrière, ça fait pas de visibilité pour les marchés et ça explique en grande partie pourquoi vous avez eu autant de volatilité sur les taux d'intérêt. Parce que tout le monde est là, tout le monde est en train de surréagir à un chiffre d'inflation sur un mois qui est bon, hein, je dis pas le contraire. Enfin, attendez, juste, Christian, voilà. Il est bon, pardon, on parle de 7% d'inflation, oui. On vise 2, donc c'est mieux parce que ça commence à baisser tout doucement et ça baisse un peu plus que ce qui était attendu par les analystes, mais on reste quand même à 7% d'inflation aux États-Unis. Hein. Voilà, alors ça c'est tout le problème, parce que là on a, honnêtement, si je vous dis que l'inflation va baisser l'année prochaine, je ne prends pas un grand risque. Parce qu'il y a mécaniquement, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu, mais il y a ce qu'on appelle les effets de base sur le glissement sur un an. Mais on va avoir mécaniquement une baisse de l'effet énergétique, de la contribution de l'effet énergétique à l'inflation totale. On a déjà dans certains prix qui commencent à baisser, par exemple avec le recul des cours du pétrole, on a tout ce qui est transport, on voit les prix baisser assez nettement. On a l'amélioration des chaînes d'approvisionnement qui fait que certains prix de biens aujourd'hui sont orientés plutôt à la baisse. Mais la question, c'est la vitesse. La question, c'est la vitesse de la désinflation. Alors, c'est la vitesse et surtout, est-ce qu'on n'est pas sur un risque on est passé, alors en Europe, on était à 10, on pourrait très vite revenir à 5. Aux États-Unis, on est monté jusqu'à 8, 9, et on pourrait très rapidement aussi redescendre à 5. Moi, je pense que ça, c'est très facile, rien qu'avec des effets techniques et avec l'effet énergétique, si les prix du pétrole se stabilisent et qu'ils rebondissent pas trop fort. Mais 5, c'est pas satisfaisant. Mais 5, on reste pas à 5. C'est ça la vraie question. Ouais, on reste à 5. Si on reste à 5, alors je dis 5, c'est pas le chiffre au hasard, mais si on se stabilise sur une inflation qui reste largement supérieure à l'objectif de 2, les banques centrales n'ont pas fini de job. Et aujourd'hui, le gros problème qu'elles risquent d'avoir, c'est qu'elles regardent de très près l'évolution des salaires, elles regardent de très près l'inflation dans le secteur des services, parce qu'ils pensent que le secteur des services, c'est un peu une inflation retardée qu'on va voir. Je vous prends un exemple, là, dans le dernier indice des prix aux États-Unis, la partie service hors énergie, hein, hors service énergétique, ça, c'était encore largement au-dessus de 7. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça va être nettement plus résilient parce qu'on a toute la hausse passée de l'énergie et toute la hausse des salaires qui vont être transmises aux consommateurs. Donc ça veut dire que si on reste sur 5% d'inflation, Christian, ça veut dire qu'elles n'ont pas fini le job, les banques centrales. La Fed devra aller plutôt vers 6 de taux directeur, voire plus. Et donc là, pour le coup, ce n'est pas le scénario qui est aujourd'hui acheté par les marchés financiers. C'est pas du tout le scénario, et puis le marché réagit très fortement à un indice d'inflation qui est plutôt bon, mais encore une fois qui est en partie technique, hein, qui est lié à des effets de base. Et je dirais que le passage, même en Europe, le passage de 10% d'inflation à 5 va se faire relativement rapidement et un peu de manière technique. Mais la vraie question, c'est où est le point d'atterrissage. Et moi, je pense que surtout, on va avoir peut-être des banques centrales qui vont dire, voilà, on a monté les taux, on commence à avoir des niveaux de taux, on a quand même une dégradation de l'économie, on a des secteurs qui commencent à souffrir du durcissement des conditions monétaires. Donc, ça porte ses fruits, juste Christian. Mais de là à vraiment adopter une politique beaucoup plus conciliante et dire au marché, voilà, c'est fini, non, je crois qu'ils seront très prudents parce que pour l'instant, ils sont encore très éloignés de leur objectif d'inflation de 2. Ça porte ses fruits, ce qu'a fait la Fed, encore une fois, 375 points de base. 3,75% de hausse de taux sur 6 mois, c'est du jamais vu depuis les années 80. Ça commence à porter ses fruits dans l'économie et chez les acteurs aussi. C'est tout le problème, on n'est pas dans un cas historique facilement, on ne peut pas comparer. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui une situation en forme de cas. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui vont très très bien, qui résistent très bien, même au niveau de l'emploi. Vous voyez bien que l'emploi résiste parce qu'il y a des secteurs qui sont encore en sous-effectif. Vous avez aujourd'hui l'hôtellerie, la restauration. Vous pouvez avoir une baisse d'activité de 10% dans l'hôtellerie. De toute façon, ils sont en sous-effectif, donc ils ne vont pas licencier. Donc, même s'il y a des signaux de ralentissement aujourd'hui, on s'aperçoit que l'économie ne réagit pas comme d'habitude parce qu'on sort d'une crise du Covid, on sort d'un choc, un choc énergétique qui affecte énormément l'économie, mais de manière très diverse selon les secteurs économiques. Et donc, ça leur pose problème parce qu'on n'est pas dans un schéma classique. Donc déjà, on a une grosse inconnue sur la réaction de l'économie face au durcissement des politiques monétaires. Et c'est un peu toute notre problématique pour 2023. Certes, là, on a une sorte de trou d'air, de soft landing. Alors, ça fait plaisir au marché. Ils disent, on ralentit tout doucement, l'inflation baisse.
c'est le scénario merveilleux, on n'aura pas une grosse récession, et puis derrière, l'inflation va se calmer, les banquiers centraux vont devenir gentils, et puis on va avoir une réaccélération de l'économie au deuxième semestre de l'année prochaine, et tout ira bien. Voilà. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très lourdement pénalisés par la crise énergétique. Je vous prends juste un chiffre. Regardez, en Allemagne, si vous prenez la production industrielle allemande, en glissement sur un an, vous êtes à zéro. Donc, quand je vous parle de récession et que je vous dis que la production industrielle est à zéro, c'est vraiment pas classique, hein. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Normalement, la production industrielle tire l'économie vers le bas et c'est ça qui fait les cycles économiques. Donc, zéro, c'est pas dramatique. On est loin d'être dans une situation dramatique. Sauf que si vous prenez les secteurs les plus sensibles, les plus consommateurs d'énergie, vous êtes à moins 3,2. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont déjà en récession et qui souffrent énormément de la crise énergétique. Mais ça veut dire que si on est à moins 3,2 sur 16% de l'indice de production industrielle, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus dynamiques et qui compensent ce moins 3,2 pour qu'on soit à zéro globalement. Donc, ça vous montre à quel point on est aujourd'hui dans une situation totalement atypique. Certes, on a un ralentissement de l'économie. Certes, l'inflation recule, mais c'est en partie lié à des facteurs statistiques et c'est pas encore un vrai recul de l'inflation comme il le souhaiterait. C'est-à-dire, ce qu'il voudrait bien, c'est qu'il y ait un recul généralisé des prix, qu'il y ait une inflation, que l'ensemble des prix montre qui se tasse et c'est pas le cas aujourd'hui. On est dans des situations très diverses selon les prix des biens, selon les services et quand on voit au niveau des différents postes. Donc aujourd'hui, on est encore dans une zone floue. Et je pense que le flou, le marché a choisi le scénario le meilleur, qui l'arrange. Mais je pense que les banquiers centraux vont avoir un discours en disant il y a encore du flou et méfiez-vous, rien n'est écrit. C'est ça en fait. D'un côté, elles vont être un peu moins agressives puisque les paliers de hausse de taux ne seront plus de 75 centimes et 50 centimes. Ça, c'est un fait. Après, donc elles vont ralentir le mouvement de hausse. Jusqu'où il va se poursuivre, pendant combien de temps, c'est le flou. Et on se dit que le discours, Christian, des banquiers centraux devrait rester a priori en mode on n'a pas fini le job, pour contrecarrer l'idée que les marchés apprécient que les hausses de taux soient moins agressives. Oui, on n'a pas fini le job. On ne sait pas vraiment, alors ils ne vont pas le dire comme ça, mais moi je vous le dis à ma façon, on ne sait pas vraiment où on va. On y va moins vite, on court moins vite vers notre objectif, mais on ne connaît pas la ligne d'arrivée, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc ça veut dire aussi que les marchés, notamment obligataires, qui ont beaucoup réagi ces derniers jours en se disant super, on a fait l'essentiel du travail, là pourraient réagir assez mal à ce discours-là. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement sur le marché obligataire, on parle des taux d'intérêt directeurs qui sont des taux d'intérêt très très courts, mais sur les maturités plus longues, on a vu une baisse des rendements souverains de 40 à 50 points de base des deux côtés de l'Atlantique, et on se dit que ça ne va pas dans le sens de ce que souhaitent les banques centrales qui veulent des coûts de financement plus élevés pour refroidir l'économie, faire baisser l'inflation. Oui, alors ça, c'est toute problématique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils maintiennent un discours trop accommodant, qu'ils fassent vraiment... Alors, on voit la courbe des taux, elle est inversée. C'est-à-dire que vous êtes mieux rémunéré si vous prêtez à court terme que si vous prêtez à long terme. Donc ça, c'est pas forcément très positif pour le secteur bancaire. Mais surtout, si les taux d'intérêt venaient à baisser de manière trop agressive, ça pourrait relancer le secteur immobilier. Et on sait que la Fed espère aussi un apaisement dans l'immobilier. Alors, pour plusieurs raisons, mais l'une des principales raisons, c'est que l'immobilier rentre dans l'indice des prix américain, ce qui n'est pas le cas en Europe. Mais le coût loyer fictif, c'est une des composantes des prix. Et là, alors c'est encore un peu fragile, mais on commence à voir le retournement du marché immobilier dans l'indice des prix. Donc si véritablement les taux longs venaient à baisser trop, on relancerait l'immobilier. Oui. Et puis n'oubliez pas, juste un petit mot, on vit aussi dans un monde ouvert, faut regarder ce qui se passe en Chine. Alors on peut se réjouir que la Chine déconfine, mais on a encore beaucoup d'incertitudes sur la conséquence de ces mesures moins restrictives sur l'activité. Je dis pas que c'est mon scénario, mais si jamais la Chine redémarrait très vite, très fortement, notre baisse du cours du pétrole, la baisse des matières premières serait complètement inversée. Toute la baisse des prix des biens qui reflète en partie la baisse, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la baisse des matières premières pourrait être complètement inversée sur 2023. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a encore énormément d'inconnus. On est sur une inflation qui est très loin de l'objectif des banques centrales et le scénario 2023, il est encore très inconnu. Donc, ça incite quand même du côté des banques centrales à beaucoup plus de prudence, alors que les marchés ont choisi quand même le discours plutôt positif qui les a arrangés très rapidement. C'est très très bien résumé. Merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci Christian. Ciao. Merci. Au revoir.